Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition des PTC Talk en français. Donc, je m'appelle Marie Lichelet et je suis en charge du marketing pour PTC en France. Et dans la session d'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Quentin Rivière, qui est consultant en solutions IoT industrielles. Et Quentin vous fera aujourd'hui une présentation de DPM, donc Digital Performance Management, et plus particulièrement la version 1.2, et il mettra en avant les fonctionnalités de supervision et d'étude des goulets d'étranglement à haut niveau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore PTC, PTC est un éditeur de logiciels qui facilite la transformation numérique dans l'industrie avec des solutions de CAO et de PLM, Creo et Windchill, ainsi qu'une plateforme IoT ThingWorx et ses solutions de réalité augmentée Vuforia. Et toutes les 2 semaines, les PTC Talks rassemblent une communauté francophone autour de la transformation digitale, avec des experts technologiques, des acteurs de l'industrie, des fournisseurs de solutions et des spécialistes de la transformation humaine et organisationnelle. Donc pendant ce talk, aujourd'hui, pendant une première partie d'environ une vingtaine de minutes, Quentin nous présentera DPM et plus spécifiquement les dernières avancées fonctionnelles apportées par la version 1.2. Donc ça va se passer en 2 temps. Il y aura d'abord plutôt une partie conceptuelle au niveau de DPM et une deuxième partie qui consistera en une démo en temps réel, en direct de DPM. Donc merci Quentin d'avoir accepté de relever ce défi de présenter cette solution en direct et non pas sous forme de vidéo. Donc voilà, c'est le programme pour aujourd'hui et une fois que Quentin aura terminé sa présentation, nous passerons à une partie interactive au cours de laquelle vous pourrez poser vos questions et interagir avec Quentin. Quentin, je te passe maintenant la parole. Je suis Quentin Rivière, je suis solution consultante à PTC dans le domaine IoT et plus précisément IIoT, donc côté manufacturing. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une mise à jour concernant DPM. Alors, déjà, petite contextualisation temporelle. Il y a déjà eu un PTC Talk France à ce sujet qui a été fait par Thierry Feuillera en février 2022. Lors de cette présentation, Thierry Feuillera a été, durant sa présentation, centrée sur DPM, les bénéfices, comment elle s'intègre aux autres solutions PTC et également à quelles problématiques DPM peut répondre. Un mois après, en mars 2022, il y a eu la sortie de DPM 1.1, qui n'avait pas de nouvelles interfaces, c'était surtout une mise à jour, quelques fonctionnalités en plus. À peu près 6 mois après, en septembre 2022, il y a eu la sortie de DPM 1.2. Donc la sortie de DPM 1.2 ici a été assez marquante avec la sortie de 2 nouvelles fonctionnalités qu'on va voir, 2 nouvelles interfaces plus précisément, que l'on va voir aujourd'hui, qui sont du coup le bottleneck et le scorecard. Et ça va être le sujet du coup de la démonstration que vous allez avoir à la fin. À savoir que la présentation d'aujourd'hui va vraiment être complémentaire avec celle de Thierry Feuillera. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pourrez toujours la voir après. Si vous regardez le replay de ce Tech Talk France, vous pouvez la voir peut-être avant ma présentation. C'est pourquoi dans la présentation que vous allez avoir à travers les slides, je ne vais pas m'attacher à DPM pur et dur, mais plus à une contextualisation dans l'industrie, quelques notions plutôt attachées au concret dans les usines, plutôt que à DPM en lui-même. Évidemment, ça débouchera sur DPM, mais ça va vraiment être complémentaire avec la partie de Thierry. Donc, en fait, ce que je vais vous présenter, ça va vraiment être pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'industrie, et ça va vraiment être une première approche, une première sensibilisation. Et pour rappel, DPM est basé sur la plateforme ThingWorx, du coup, qui est une plateforme IoT développée par PTC et qui propose du coup des solutions dans le domaine, entre autres, manufacturing, telles que DPM, LA ThingWorx Lab, CRTPPM, MEUS et WC. Alors, dans les usines. Dans les usines, dans la productivité, dans le monde réel, on navigue entre le 100% pleine capacité et le totalement arrêté 0%. Ce 100% de pleine capacité, c'est pour un objectif de cadence de production optimum. Alors, c'est très variable. Ça va être une unité de production par mois. C'est ce qu'on appelle du coup tout simplement la cadence de production. Donc, ça va être par exemple 4 avions par mois, 2 turbines par semaine, 192 véhicules par jour, 12 pompes par heure, 40 bouteilles par minute, etc., etc.
dépendant de ce que l'on produit. Et du coup, cette performance est variable. En général, on a une moyenne entre 40 et 60%. Peut-être que le meilleur site sera à 85%, et on a un objectif de 91% qui est l'idéal en comprenant des petites erreurs comparées aux pleines capacités de 100%. Voilà. Et la chose étant que la performance est dynamique. On n'est jamais à 100%, jamais à 0%. C'est très variable et c'est surtout variable au cours du temps. C'est-à-dire que là, maintenant, aujourd'hui, l'équipe actuelle est à 62% de TRS. Peut-être que dans la journée, avec les deux équipes, on est plutôt aux alentours de 59%. Mais cette semaine, on est à 67%. Ce mois-ci, on est aux alentours des 71%. Et au final, sur le trimestre, on est plutôt bien à 75%. Donc, en fait, connaître la performance, c'est une chose, mais connaître son évolution est une autre. Et c'est ce qui peut être d'autant plus intéressant. Et du coup, comment évolue cette performance? Et quand on parle de performance, quand on cherche à l'améliorer, la bonne question derrière, c'est plutôt qu'est-ce qui empêche d'avoir une bonne performance? Alors, à travers cette slide-là, c'est plutôt un panel des différentes raisons qu'on pourrait avoir. Donc, c'est des exemples. Mais ça va permettre de mettre en lumière que l'erreur peut être partout, en fait. Ça peut être des choses du style, pour la ligne nord, la visibilité sur la production est limitée. Ça peut être, nous ne faisons pas entièrement confiance à nos outils de mesure de performance, une certaine défiance des outils mis en place, donc une mauvaise adoption des interfaces. Ça peut être, les données ne sont pas précises et prennent beaucoup de temps à être collectées et résumées. J'ai eu le cas récemment où, pour un client, ils font actuellement tout en Excel et ils reportent du coup le soir tous les résultats et du coup, il y a une latence, on n'est pas en temps réel, à peu de choses près, puisqu'il faut attendre l'agrégation à la fin de journée ou la fin de la semaine pour avoir une visibilité sur la performance. Ça peut être, nous sentons souvent dépassés, donc l'outil peut être bien, mais si c'est une charge supplémentaire au jour le jour, il ne va pas être adopté. On peut avoir aussi des effets rebonds, des effets un peu pervers, où on a le TRS élevé a conduit à un laisser-aller. Donc, on est déjà très bon. On pense qu'on est au top du top, à, je sais pas, 85-86%. Mais si on avait une étude plus fine de ce qui se passe réellement, comme ce qu'on pourrait avoir avec des PM, on est très bon. Mais on se rend compte qu'on a encore une marge d'erreur qu'on peut grignoter pour encore gagner 1, 2, 3%. Sans peut-être pour autant changer drastiquement et rajouter une charge considérable de travail pour atteindre les quelques pourcents en plus. Ou ça peut être aussi, oui, on a une équipe d'amélioration continue qui nous aiderait du coup à changer les goulots à éliminer les goulots d'étranglement, mais on travaille rarement avec eux. Donc là, c'est plutôt une question organisationnelle dans l'entreprise. Donc là, c'est qu'un petit panel de différents styles de problèmes qui vont cibler des problèmes différents, d'adoption, de défiance peut-être par rapport à la solution, peut-être d'organisation, peut-être voilà, de purement de côté humain, etc. Alors, ici, on va commencer à mettre en valeur la donnée. Et ça va être très utile pour DPM après, vous allez voir pourquoi. Souvent, on parle de cadence de production. Donc, c'est une quantité de produits par une unité de temps. Et on va renverser ça de la cadence de production au temps de cycle. Donc là, ça va être l'inverse. Ça va être une quantité de temps pour faire une unité de produit. Donc là, par exemple, nos avions, ça va être 10 jours pour un avion, 2,5 jours par turbine, 5 minutes par véhicule, etc., etc. Derrière ces premiers chiffres, déjà pour faire cette transformation, il y a déjà une étude à faire. C'est tout simplement, hein, vous pouvez comprendre que ça dépend de combien de jours ouvre l'usine. Pour les avions, si on est ouvert que les 5 jours sur 7, 20 jours par mois, donc 20 jours par mois, on va avoir 10 jours par avion. Si on était ouvert 7 jours sur 7, on aurait du coup 30 jours, donc on serait plutôt à 15 jours pour un avion. Donc là, déjà, ça demande d'étudier quel est le fonctionnement de l'usine pour avoir cette conversion-là. Alors, pourquoi c'est utile? On va retourner maintenant sur, au cours d'une semaine, où sont les pertes et les gains de temps par rapport à la productivité. Ici, on a un temps total de 168. Alors, 168 quoi? Ce sont des heures, 168 heures. Et 168, ça correspond à quoi? Ça correspond à toute la semaine. Donc, tout simplement, 7 jours fois 24, 168. Dans cette semaine, on travaille peut-être pas tout le temps. Peut-être on fait les 3-8, 7 jours sur 7, peut-être non. Donc là, on est fermé 88 heures et on a un temps planifié de 80 heures. À quoi ça correspond, ces 80 heures? Ça serait une équipe de 8 heures, 2 équipes par jour, 5 jours par semaine. On tombe à 80.
Et exceptionnellement, pour cette semaine, on a eu besoin de travailler un peu plus et on a eu une équipe qui a travaillé le week-end, le samedi, donc on a un temps extra de 8 heures. Ce qui nous fait un temps de production total pour cette semaine de 88 heures. Très bien. Et à partir de ce temps de production total, on a du coup tout à la fin le temps utile avec les pertes qui se divisent entre les métriques classiques qui composent le TRS, la disponibilité, la performance et la qualité. Et l'idée derrière, c'est que on va transformer ces métriques classiques en pertes, en fait. Donc la disponibilité, en fait, c'est subdivisé en trois catégories de pertes. On va avoir le temps d'arrêt planifié, donc c'est typiquement les maintenances. Le temps d'arrêt non planifié, on a une casse et on doit intervenir en urgence. Les changements, alors ici, changement, j'avoue que la réflexion, je suis plus ou moins à l'aise avec celle-là. En fait, changement ici, ça correspond au changement de produit sur une machine, sur une ligne, qui nécessite du coup une reconfiguration de la machine. Donc ici, le temps de perte de 11 heures qu'on a dans cet exemple en termes de changement, c'est le temps nécessaire à reconfigurer la machine parce qu'on a une nouvelle configuration, un nouveau produit qu'on doit produire. La performance, ici, va être subdivisée entre les pertes de vitesse et arrêt mineur. Donc, arrêt mineur qui pourrait ressembler au temps d'arrêt non planifié, mais qui sont du coup très courts. Et la perte de vitesse, ici, eh bien, c'est à chaque fois qu'on va étudier une perte de vitesse. Exemple tout bête, si on est censé en 2 heures produire 40 unités de produits, et qu'au bout de ces 2 heures, on n'a produit que 20 unités, bah, c'est comme si on avait perdu 1 heure du coup comparé à la cadence nominale. Et enfin, la qualité, c'est ici qu'on va avoir la perte. Et c'est ici où, du coup, on ne va pas avoir la perte en termes de quantité de produits, mais ici, converti en temps de rebut. Donc ici, par exemple, on a perdu 1 heure. Et on est capable de faire ce temps de rebut parce qu'on n'étudie plus la cadence de production, mais les temps de cycle pour étudier les produits. Et du coup, c'est un gros avantage de pouvoir convertir les produits, du coup, les rebuts en temps de rebut. Puisque si je vous disais avant, bah, on a perdu 5 produits et de l'autre côté, on a 2 heures de perdu cette semaine non prévues. Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Est-ce qu'il vaut mieux étudier et mettre son effort sur les 5 objets perdus ou sur les 2 heures qu'on a perdues? Avec l'expérience, peut-être qu'au sein de l'usine, il y en a qui pourraient dire ça, mais de base, on ne sait pas. Alors que là, c'est très clair. Est-ce qu'on a 2 heures de perdu en temps d'arrêt non planifié ou 1 heure de perdu en temps de rebut? On va peut-être plutôt se pencher sur les temps d'arrêt non planifiés. Et du coup, à l'issue de ça, le classique, à travers le temps de production et à la fin le temps utile, on est capable de calculer la performance. Donc ça, c'est vraiment un pilier central de DPM, avant même de commencer d'ailleurs à parler de DPM, c'est pouvoir comparer sur une même base, et la base, c'est le temps. C'est ce qui va permettre de tout comparer en termes de pertes. Donc maintenant, comment améliorer cette performance? Eh bien ici, on va entrer dans un cycle classique d'amélioration continue. On va toujours mesurer. Donc mesurer, ça va être certes automatique, autant que possible à travers les automates, à travers les machines, mais également avec l'information des opérateurs qui vont du coup compléter l'image globale et qui va donner un sens à ce qui se passe réellement. Analyser ces valeurs. Grâce à cela, on va prioriser pour comprendre qu'est-ce qu'on doit du coup étudier en premier, et à cela, prendre les actions en conséquence, et ainsi de suite, mesurer si les actions prises ont eu des conséquences positives, et est-ce qu'il y a eu de nouveaux problèmes qui sont arrivés, etc., etc. Donc ça, c'est typiquement l'amélioration continue. Donc, l'intérêt, c'est de savoir où on a un problème et pourquoi on a un problème. Et c'est là où, du coup, DPM 1.2 va vraiment compléter ce qui existait déjà dans DPM, et on va vraiment, cette fois-ci, avoir la boucle fermée complète. Grâce aux analyses avancées, donc qui existaient déjà avec le waterfall, mais avec le bottleneck ici, on ne va pas choisir au hasard quelle ligne on aimerait analyser avec le waterfall. Ça va vraiment être, avec le bottleneck, on a une vue sur quelle ligne est vraiment la plus bloquante, a le plus de pertes, et donc à partir du bottleneck, on va retourner dans l'interface waterfall pour vraiment analyser quelles sont les pertes, etc., plus finement. Et on a du coup maintenant le tableau de bord, le scorecard, qui va plutôt avoir de la valeur pour les exécutifs et le haut management, pas que, mais entre autres, puisqu'il va servir un peu de benchmark pour l'industrie, pour son entreprise à différents niveaux. Vous pourrez voir qu'on peut aller plus ou moins loin dans l'étude. Donc, au final, avec DPM, version courte, on gagne du temps.
OK. Et du coup, avec ce temps perdu récupéré, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir, du coup, on peut augmenter le volume de production. Donc, on va produire plus d'unités. On va réduire l'accumulation des ordres de fabrication. On va plus vite les évacuer, donc plus vite les compléter. On va pouvoir aussi diminuer le nombre d'heures qu'on va faire fonctionner nos machines. Donc, ça veut dire réduire le coût moyen par unité, éliminer ou éviter une équipe supplémentaire, éliminer ou éviter une ligne supplémentaire et tendance, si on fait moins fonctionner, du coup, on économise des ressources, électricité et compagnie. Et enfin, une autre façon de bénéficier de ce temps perdu qu'on a récupéré, c'est d'augmenter les changements. Donc, les changements en termes de reconfiguration des machines. Donc, grâce à cela, on va pouvoir augmenter la gamme de produits pour un même temps d'ouverture de l'usine, réduire les stocks et le fonds de roulement si on a différents produits en stock, et diminuer le délai d'exécution. Donc ici, les trois grandes catégories, ça va être augmenter les revenus, réduire les coûts d'exploitation ou augmenter la flexibilité, ou un mélange de tout ça en fonction de comment on veut répartir du coup les bénéfices du temps perdu récupéré. Et au final, grâce à ces trois solutions qui peuvent être combinées en différentes proportions, au final, pour une industrie, ça permet d'améliorer sa résilience face aux problématiques actuelles. Voilà, on va passer sur la partie démonstration. Et pour cette partie démonstration, on va surtout se concentrer sur les nouvelles interfaces de la 1.2. Mais avant cela, on va quand même je vais mettre en plein écran, faire un petit bref recap des différentes interfaces. Alors, je vais arriver dans le menu. Ici, c'est plus ou moins la page d'accueil. C'est l'interface sur laquelle on débouche le plus souvent. C'est le Production Dashboard. Donc, on va se concentrer en haut à gauche. Je vais déplier un peu pour avoir une meilleure vue. Alors, petit résumé, même si on va se concentrer sur les deux autres après. Production Dashboard. Production Dashboard, toutes les interfaces sont importantes, mais celle-là, ça va être, je dirais, la plus importante des plus importantes, dans le sens où toutes les données d'analyse ne sont rien si on n'a pas un compte-rendu réel de ce qui s'est passé. Donc, le Production Dashboard, ça va être pour l'opérateur. Il y a des données qui viennent automatiquement, mais des fois, l'opérateur, soit parce qu'on ne peut pas prendre la donnée automatiquement, soit parce que c'est trop extérieur voilà, à la machine, ou il a besoin de corriger ce que la machine a rentré comme information. L'opérateur va pouvoir, du coup, lui, renseigner plus finement et ajuster peut-être les quantités de produits, justement, produits, ou les rebuts, ou une perte temporelle, une perte parce que X raison. Ensuite, on a la catégorie Performance Analysis. Donc avant, ce n'était pas marqué comme ça. Maintenant, c'est un menu déroulant avec le bottleneck et le waterfall. Donc le bottleneck va nous permettre d'analyser quelles sont les lignes qui ont beaucoup de pertes. Et une fois qu'on cible une certaine ligne, on va pouvoir utiliser cette ligne dans le waterfall pour comprendre quelle est la catégorie de pertes qui est la plus grande et du coup aller comprendre les raisons qui débouchent à cette grande perte, etc. L'action tracker, une fois qu'on a ciblé une certaine raison qu'on aimerait voir réduite, on va dans l'action tracker pour créer ce qu'on appelle simplement une action. L'action, ça va être une espèce un mini dashboard qui va agréger les données très ciblées, c'est-à-dire qu'on va dire quelle est la page de temps qu'on étudie, quelle est la raison qu'on cherche à éliminer et quelques tâches qu'on va renseigner. Alors, c'est vraiment un outil de suivi qui va permettre en une interface de résumer tout cela. Et également, ce qui est bien à la fin, c'est que ça va estimer l'OII qu'on va avoir, le TRS plutôt, la performance qu'on va gagner en ayant simplement résolu ce problème en particulier. Et évidemment, on espère en accumulant toutes les actions d'avoir un meilleur OII. Le scorecard, donc ça c'est plutôt pour l'exécutif, c'est ce qu'on va voir, ce qui va permettre de benchmark en quelque sorte faire un audit de l'entreprise à différents niveaux. Donc là, ça, c'est vraiment nouveau. Et l'administration, donc ça, c'est les choses classiques d'administration ADPM et qui a été du coup agrémentée et améliorée au cours des versions 1.1 et 1.2. On ne va pas y passer plus de temps que ça. Alors, on va aller dans le cœur du sujet avec le bottleneck. Le bottleneck. Là, c'est vraiment une porte d'entrée. Je suis dans l'entreprise et j'ai aucune idée de qu'est-ce qui pourrait avoir un point bloquant. Alors, déjà, avant de rentrer dans la visualisation des données, petite précision, il y a déjà des données qui sont ici dans l'environnement,
Le contexte, c'est on est une entreprise qui fabrique des batteries, la Cellfab. Donc, vous allez voir des noms qui sont en rapport avec ça. Haute précision aussi, il y a beaucoup de détails dans l'interface. Je ne vais pas forcément passer sur tout, je vais être très concentré, direct, droit au but et faire juste quelques remarques. Donc ici, je vais d'abord sélectionner les niveaux. Ici, du coup, on a Cellfab dans les différents pays, donc en Allemagne et également aux États-Unis. Donc là, Boss, je vais me concentrer beaucoup sur celle qui est Boss, donc pour Boston, Boston Cellfab. Toutes les aires, donc ça, c'est différentes lignes qu'on va trouver dans l'usine de Boston. Je vais toutes les sélectionner. Hier, l'année dernière. La demande Windows, c'est une sorte de plage de temps prédéfinie. Et pour quel produit final, quel matériel, je vais tous les sélectionner. Hop là. Et, mince, je ne vois pas mon bouton. Je vais quitter le plein écran pour avoir le bouton Apply. Voilà. Alors, voici ce que ça nous donne. Ce que vous voyez ici directement avec le graphique en barre en haut, ce sont les pertes étudiées par rapport au temps nominal. Donc, quand vous voyez ici le chiffre de 480, c'est 480 en plus du temps qu'on devrait avoir pour produire nos différents produits. Donc, c'est la perte directe. Ici, on a 430, 423, etc. Et ce qui est intéressant déjà à remarquer, c'est que on a en haut la possibilité de faire un show average week, donc faire une moyenne par semaine. Parce que 480, si on travaille sur 3 mois ou un an, ça va pas avoir la même valeur. Donc, des fois, avec les ordres de grandeur, ça peut être plus simple de faire lisser sur une semaine. Donc, en moyenne, ici, on a perdu euh, en gros plus de 36 heures sur la semaine, ce qui est énorme, sachant qu'on a 168 heures. Et voire 168 heures, si on a travaillé que les 80 heures sur ces 168 heures de semaine, c'est énorme. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a en dessous le chart qui permet de voir l'évolution. Ce n'est pas parce qu'on a voilà, une ligne qui a peut-être beaucoup de pertes maintenant qu'il faut vraiment aller chercher à la débloquer maintenant, parce que si on voit que ça baisse petit à petit, peut-être que ça vaut le coup de ne pas tout de suite aller cibler celle-là. Peut-être qu'il y a une autre qui est un peu plus faible, mais qui est en train d'augmenter en termes de pertes au cours du temps. Donc voilà, ça permet toujours de réaliser l'évolution au cours du temps. Si je clique sur l'une de ces lignes, donc là, la celle Assembly, je vais avoir des informations intéressantes. Donc déjà, le graphe en dessous se recharge en fonction et on voit apparaître du coup l'OII au cours du temps. Et ici, on a quelques petites informations dans un encadré en bas à droite. Je vais surtout m'attacher à celui-là, le View Details, parce que ça a donné quelques informations au niveau du cycle actuel, du temps prévu, de l'impact du goulot d'étranglement en termes d'heures et le fameux takt time. Alors, takt time, je dis fameux parce que on le retrouve facilement dans les usines. Le takt time, c'est un petit peu l'équivalent du cycle idéal, du temps de cycle qu'on avait vu dans les slides précédemment. Sauf que ça va se calculer entre le temps d'ouverture divisé par la demande. Et le chiffre s'exprime en minutes, en base de temps, et base de temps au cours de laquelle on va produire une unité. Donc là, on est censé produire 2,14 minutes pour produire une batterie. Ou le produit qui sort de cette ligne. Ce n'est pas encore la batterie finie, c'est un sous-ensemble de la batterie. Voilà. Alors, on va étudier plus finement. Si je clique, donc j'ai choisi le Cell Assembly Center, je vais cliquer sur Next Chart et là, ça va me basculer sur le waterfall. Donc ça, c'est quelque chose qui existait déjà. Je n'ai pas passé trop de temps. Petite remarque, on a maintenant le graphe en dessous qui permet d'étudier la plage de temps, ce qui n'existait pas avant. Ça peut être pratique une fois de plus pour comprendre l'évolution. Peut-être que j'ai beaucoup de unplanned downtime, mais si je vois qu'il baisse, peut-être que ce n'est pas la peine que j'aille étudier plus finement ça, parce que ça semble se résorber. Là, typiquement, vous voyez, j'ai une moyenne de 8,1 par semaine de pertes, mais vous voyez avec le graphe en dessous que ça devient quasiment plat. Donc, il faudrait que peut-être que je recalme ma page de temps pour quelque chose de plus véridique, de mieux, etc. Et par contre, là où je veux mettre l'accent, c'est sur un nouvel outil qui s'appelle le View Loss Insight. Alors pour cela, pour avoir des données pertinentes, je vais avoir besoin de recadrer la plage temporelle et on va se baser sur la période de juillet. Alors, juillet 2022. Ceci. Voilà. Pour étudier et vous montrer ce View Loss Insight, je vais me baser sur les revues.
scrap. Je vais le sélectionner. Alors ici, il n'a pas l'air trop grand par semaine, 6,2 comparé à du unplanned downtime, mais on va quand même l'étudier. Next, donc là, on va tomber sur le Pareto, avec tout d'abord le tout premier niveau scrap. Je vais le sélectionner, y aller un niveau en dessous. Next. Et là, on va tomber sur, en fait, la seule raison. Il n'y a pas différentes raisons, il n'y a qu'une seule raison qui débouche sur le scrap, sur un rebut, c'est le scratch électrode. Donc, l'électrode qui est un peu égratignée, c'est la seule raison. OK. Je vais sélectionner et je vais cliquer sur View Loss Insight. Et là, ça va être un outil très intéressant parce qu'on a un début d'analytics. Alors, début d'analytics dans le sens vraiment pas predictive analytics. On n'est pas encore à ce stade-là, c'est un outil intégré. Là, on va vraiment avoir un outil descriptif, mais qui va aller finement et qui va nous étudier des scénarios possibles qui débouchent à ça. Et c'est très intéressant parce qu'après le waterfall, on part sur l'action tracker. Mais si on a déjà une idée des scénarios et où chercher et qu'est-ce qui pourrait être éliminé comme perte temporelle, donc la source du problème, eh bien, c'est déjà une très bonne, ça peut des fois donner une très bonne idée. Là, on a un résumé. Sur le scratch cathode, électrode plutôt, on a, allez, presque 30 heures, je vais en dire, presque 30 heures de perte, et on a 3 scénarios étudiés. On a un qui fait plus de 16 heures, un plus de 8 heures, et un environ 5 heures de perte. Et on a du coup, si on déplie, une corrélation avec un autre paramètre qui permet de comprendre. Ici, on a 16 heures si on lit avec ce paramètre-là, environ 16 heures, et l'autre environ 13 heures sur les 16h67 de celui-ci. Alors, vu qu'il y a beaucoup de paramètres, des fois, ils sont plus ou moins préhensibles directement d'un point de vue logique humain. Là, par exemple, déjà, on part sur le weekday late shift, donc ça pourrait correspondre par exemple à l'équipe de l'après-midi, la deuxième équipe, et avec une corrélation avec du time loss change over preview, c'est plus ou moins compréhensible. En fait, on va plutôt étudier celui-là. Ici, time into shift ordinal 2 hours. Donc là, en gros, ça veut dire on est sur la deuxième heure du shift, durant la deuxième heure de l'équipe. Et on a une corrélation qui est intéressante, c'est celle-ci, au moins qui est facilement compréhensible. C'est lorsqu'on est dans la deuxième heure de l'équipe de l'après-midi. Et on remarque qu'on a quand même donc 7h73 qui est corrélé avec celle-là, sur les 8 heures. Et donc 8 heures parmi les 28-37 ici, on est quand même à peu près entre un tiers et un quart qui correspond lorsqu'on est à la deuxième heure de l'équipe de l'après-midi. Et là, ça commence à être intéressant. Parce qu'on se dit, on peut éliminer un tiers ici du temps perdu ici en étudiant cela. Donc ça peut être quoi? Ça peut être par exemple, en étudiant, ça peut être par exemple, en fait, une erreur très bête, c'est le soleil qui passe à travers l'entreprise, enfin les vitres, qui se réfléchit sur le sol blanc et qui ensuite reflète dans le capteur optique qui vient étudier l'électrode et qui détecte du coup qu'il y a scratch électrode, alors que peut-être pas du tout. On peut avoir ce genre de choses qui sont révélées alors qu'on le suspectait même pas en fait. C'est très étrange. Et la résolution, du coup, va dépendre en fonction de ce qu'on étudie. Là, je donne ça comme exemple. Donc, la résolution serait peut-être mettre un petit panneau opaque pour éviter que la lumière rentre dans le capteur optique. Évidemment, la source peut être complètement différente. Voilà pour cet outil de Loss Insight. On va passer rapidement maintenant sur parce que je crois que Oui, j'allais malheureusement, dire, j'ai dépassé. Quentin, en fait, on est un petit peu hors, temps. Alors c'est captivant et en plus, c'est du live, donc c'est Je vais faire super. très Mais rapide, du coup. voilà, je pense que sinon certains risquent de nous quitter, parce qu'ils ont d'autres contraintes. C'est logique. Alors, très rapidement, le scorecard, là, en fait, on va du coup, donc avec l'anglicisme, benchmark notre entreprise et les différents sites. Et là, on va étudier, par exemple, sur la période de juillet à fin août. Et je vais finir là-dessus. Pour notre, donc, on peut choisir différents niveaux. Et là, on va seulement étudier notre cell assembly où on avait des problèmes, justement. Donc, durant la période d'été, juillet-août. Du coup, en résumé, on va avoir différentes métriques qui sont ici par défaut, 10, 12 ou 15, je ne sais plus, et en fait qui vont vraiment être concentrées sur des choses très précises. Je vais juste mettre en valeur deux d'entre eux qui sont classiques. On a du coup le TRS, la performance, et le total loss hours, le nombre d'heures perdues. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la tendance durant ces 2 mois. Donc ici, vous voyez, on a une petite flèche qui exprime
l'évolution, est-ce que c'est positif ou négatif. Donc, du coup, là, pour l'OI, durant l'été, on a gagné quand même 24%. Seulement sur cette ligne-là. Et ici, on a les 36% de réduction de nos heures perdues. Et enfin, on peut aller plus finement sur, OK, j'ai le total, le nombre total d'heures perdues. J'ai fait un view métrique pour avoir plus d'informations sous deux formats. La tendance au cours du temps. Et une chose qui peut être très intéressante, c'est la hiérarchie breakdown. Donc, on va aller à l'intérieur pour comprendre, à partir de ce niveau-là, en dessous, comment influe ce qui se passe en dessous en termes de hiérarchie. Et pour vous montrer ça, la hiérarchie, je vais carrément partir sur l'entreprise Boston directement, enfin l'usine de Boston, pour avoir un peu plus de sous-niveau, qui est un peu moins jolie, mais voilà. Donc là, par exemple, j'ai beaucoup d'heures perdues à Boston. Je vois que ma cell assembly en jaune, elle est correcte, mais les autres sont rouges. Donc, du coup, j'ai peut-être plutôt me pencher sur les autres qui sont rouges, la cell assembly 2, par exemple. Et donc, j'ai la subdivision de la cell assembly 2, etc., etc. Voilà pour le scorecard. J'ai été rapide, j'ai dépassé, désolé, mais c'était, je pense, intéressant et nécessaire de voir ça. Du coup, on va passer peut-être rapidement sur les questions. Désolé, je ne sais pas, la Marie. Merci de m'avoir écouté. Peut-être, voilà, tu peux Ouais. partager tes contacts parce qu'effectivement, DPM, c'est un sujet très riche. En fait, on cherche à donner accès graphiquement et simplement, mais à des informations qui sont potentiellement très complexes et très multiples. Donc, je pense que Quentin, tu pourrais en parler pendant des jours, voire des semaines. Un peu plus, c'est sûr. Mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu, de présenter ça de manière aussi condensée. Et surtout, voilà, notez bien les coordonnées de Quentin si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations ou des réponses plus spécifiques par rapport à vos problématiques. Et puis, il y a quelques liens utiles aussi qui sont partagés. Donc, on connaît souvent la communauté et le support, mais pensez aussi à l'IoT.gallery.video qui offre des vidéos dans le domaine de l'IoT. Des vidéos très, je dirais, première approche pour comprendre les différentes solutions PTC. Donc, allez-y faire un tour. Vous pouvez c'est libre. Vous pouvez aussi le partager. Et voilà. Info très rapide, pourra vous intéresser. La semaine prochaine, le 12 janvier, on a Le du coup 17, le un 17, événement. le Pardon, 17. 17 janvier. Donc c'est mardi prochain. Vous avez un événement du coup que vous pourrez voir directement en live. Il faudra s'inscrire. Donc voici le titre là, Time is Money, the next generation of digital performance management. Donc pensez à vous inscrire. Si vous ne pouvez pas y participer, vous pouvez quand même vous inscrire pour avoir directement le lien de la rediffusion directement dans vos mails. Et si vous regardez cette vidéo en replay, si vous avez arrêté l'événement, pas de souci, vous pourrez le rechercher du coup dans toutes les vidéos de webcast disponibles sur le site PTC. J'ai fait le tour, c'est bon. Ouais, je vais juste mettre le lien dans le chat pour que ce soit accessible à tous. Donc c'est en anglais, mais voilà, je C'est en pense anglais. que dans le domaine de l'IoT, c'est pas un souci. Donc voilà le lien si vous voulez vous inscrire. Et si vous n'êtes pas disponible, vous aurez directement accès au replay. On a encore bien sûr la possibilité de rester en ligne avec Quentin pour répondre à vos questions éventuelles. Oui, si vous voulez, oui. C'est aussi c'est aussi le but avec les talks, mais la présentation était à la fois très didactique au départ et on voit le potentiel de richesse de questionnement par la suite. Alors, je n'ai pas au courant s'il y a des questions actuelles, Non, mais pour l'instant, il y a plutôt des réactions, voilà, par rapport d'accord. à la qualité de la présentation. Donc merci parce que ça fait toujours plaisir par rapport au travail réalisé pour préparer l'intervention. Mais voilà, s'il y a des questions, c'est tout à fait disponible. Il y a aussi énormément de vidéos sur DPM sur le site internet. Donc merci toujours pour les réactions positives. Est-ce qu'il y a des questions du coup directement dans le chat? Je ne l'ai pas ouvert. Non, il y a pas de questions pour l'instant dans le chat. Ok. Bon. S'il n'y a pas de questions du coup. Après, voilà, moi je peux aussi formaliser quelques questions Oui, bien sûr. par rapport à. Enfin, on voit le concept, on voit ce qui a été mis en place au niveau de la Selfab. Donc ça, c'est un exemple très concret. Peut-être pour les Français, si j'ai vu les différents sites qui étaient proposés,
Je crois que la France était pas listée, mais Non. si je suis intéressée par une démo, est-ce que c'est possible en France? Alors, C'est c'est bientôt possible. possible, je peux donner l'information, c'est bientôt possible au Microsoft Transformation Center à ici les Moulineaux. Cette démo a été expédiée depuis Boston en décembre. Elle a été présentée lors de l'événement Envision en décembre et elle sera accessible à partir du mois de février pour que vous puissiez la voir en direct avec des PM. D'accord. Voilà, bah écoutez, du coup, je pense on va libérer tout le monde. Donc encore un très grand merci à toi Quentin, d'avoir, préparé cette présentation et de l'avoir partagée avec autant de clarté. Ben, Merci, merci à pour tous votre les présence. participants. Ouais, et puis, j'espère que ça aura permis aux uns et aux autres d'avancer, dans leurs réflexions autour de l'IoT, pour, le secteur de l'industrie et de la fabrication. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas du coup à revenir vers moi par mail ou autre contact.